Faut-il que je finisse? Alors, Cédric Zabot, assis au premier rang. Julien Rand, c'est parti. On se débrouille. Allez, continue au travail. Et voilà, on va remettre l'ordre. Bon. Du coup, je vais faire très court sur l'introduction du propos de Yamina Saez. Yamina, vous la connaissez, c'est une experte reconnue qui travaille notamment sur le rapport du GIEC, mais sur beaucoup d'autres sujets. Et il nous paraissait pertinent de travailler avec elle parce qu'il y a eu succession de rapports du GIEC récemment, certains d'ailleurs qui ont été assez peu diffusés, donc, parce qu'il y avait contexte, donc c'était intéressant d'en parler. Et puis, je lui ai demandé de parler particulièrement d'un rapport sur lequel elle a travaillé, qui est celui du sujet de la double précarité, et qu'elle nous dise un mot des sujets de sobriété qui, vous le voyez, sont en ce moment beaucoup portés. Je crois que c'est important. Voilà, Yamina, pas plus de cérémonie, je te laisse la parole. Et merci. Merci Marjolaine, merci pour l'invitation et désolée de ne pas pouvoir être avec vous. Je suis cas contact et je ne serai testée que demain midi. Je saurai si je suis malade ou pas du Covid. Alors, concernant les rapports du GIEC, malheureusement, le GIEC, donc il y a 3 groupes de travail. Le premier groupe travaille sur la physique du climat. Malheureusement, leur rapport est sorti en août de l'année dernière, au moment où il y avait le transfert de Massy vers Paris, le club de Paris au PSG. Donc ça, c'était plus important que le rapport du GIEC. Ensuite, le deuxième rapport qui porte sur l'adaptation, les risques et l'identification des risques, l'adaptation et la vulnérabilité, celui-là est sorti en février au moment de la guerre en Ukraine. Donc malheureusement, il est passé à la trappe. Et le dernier rapport auquel j'ai contribué, qui porte sur la réduction des émissions d'effets à effet de serre, est sorti le 4 avril, donc peu de temps avant, en milieu de l'élection en fait, présidentielle, je crois. Donc là encore, on est passé à la trappe. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les rapports du GIEC? Alors, je vais commencer par peut-être les bonnes nouvelles. On pourrait décarboner nos économies. En fait, l'économie mondiale pourrait être décarbonée. Mais il y a une condition à cela, si et seulement si, pendant la décennie que nous vivons maintenant, donc 2020-2030, ou ce qui reste de cette décennie-là, on met en place des politiques climatiques ambitieuses, très ambitieuses, de réduction des émissions et d'adaptation aux changements irréversibles que l'on va connaître en raison des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi, et c'est très important de le rappeler, en raison du manque en réalité de politique d'atténuation, de réduction des émissions ou d'élimination des émissions de gaz à effet de serre. Alors, ces politiques-là, dans ce rapport du GIEC, dans le dernier rapport, une chose importante, pour la première fois, il y a tout un chapitre sur la demande, la réduction de la demande. Et dans ce chapitre-là, ce qu'on montre, c'est que 70%, environ 70% des émissions entre maintenant et 2050 pourraient être réduites, éliminées, si en mettant en place les politiques nécessaires sur la demande en énergie, en matériaux, etc. Alors que jusqu'à présent, la décarbonation a principalement porté sur la décarbonation de la production d'énergie, qu'il faut bien sûr faire, sauf que avoir des scénarios 100% renouvelables ne pourrait devenir une réalité que si et seulement si on réduit la demande. Et alors, comment est-ce qu'on réduit la demande? Et c'est cela la nouveauté peut-être de ce rapport-là. La réduction de la demande ne pourra pas se faire uniquement avec des politiques d'efficacité énergétique, ce que nous avons fait jusqu'à présent, mais il faudra rajouter des politiques de sobriété. Je ne parle pas de sobriété énergétique, mais de sobriété. Et le rapport du GIEC définit la sobriété comme étant toutes les politiques et les pratiques du quotidien qui éliminent au départ la demande en énergie, en eau, en matériaux, en matières premières et en sol. Tout en garantissant à tout un chacun le bien-être de tous dans les limites planétaires.
Donc, vous voyez, ça va plus loin que les politiques énergie, alors que jusqu'à présent, comme le secteur de l'énergie est le secteur le plus important du point de vue émissions de gaz à effet de serre, donc les politiques climatiques ont principalement porté sur la partie énergie de tout secteur, mais n'ont pas regardé les autres éléments. Et aujourd'hui, on voit par exemple, si on continue avec les politiques efficacité et renouvelables seulement, on se retrouverait dans la situation, donc on remplacerait la flotte actuelle de véhicules existants utilisés par exemple en France par une flotte équivalente, mais qui serait en véhicules électriques. Et ça, ce n'est pas une solution possible en vérité, parce qu'il faut produire ces véhicules électriques et là, il y a des matières premières que nous n'avons pas d'ailleurs en France ou en Europe. Et donc, on va passer d'une dépendance au gaz russe, par exemple, étant donné le contexte, à d'autres dépendances. Alors qu'en vérité, ce dont on a besoin, ce que nous, citoyens, on a besoin, on n'a pas nécessairement besoin de voitures, on a un besoin de mobilité. Et donc, partir du besoin, c'est ça la nouveauté qui est introduite par ce rapport du GIEC. Et comme vous le savez sans doute, le rapport du GIEC, le groupe du GIEC, on ne fait pas de nouvelles recherches, on ne fait notre tâche était de faire une synthèse de ce qui est dans la science sur le sujet. Et donc, la science dit aujourd'hui qu'il faut partir du besoin. Et si on partait du besoin, à ce moment-là, il y a des produits qu'on éliminerait parce qu'il y a des besoins. En fait, il y a des produits qui ne seraient plus indispensables parce qu'on ne va pas en avoir besoin. Et c'est là que, alors ça c'est une nouvelle nouveauté, c'est ce chapitre, une première nouveauté, c'est ce chapitre-là sur la demande. Et l'autre nouveauté dans le troisième rapport du GIEC, c'est le chapitre qui porte sur les villes et, je ne sais pas comment on dit ça en français, human settlement. En fait, les villes et je ne sais plus comment on dit human settlement. Donc, ça concerne aussi, ce n'est pas juste les villes, on prend en compte, je veux dire, aussi la partie rurale. Ça ne concerne pas que l'urbain, ça concerne aussi le rural. Et donc, dans cette partie-là, on a regardé, en fait, la littérature va un petit peu plus loin que dans tout le reste en fait de la littérature scientifique sur les politiques climatiques, sur les changements climatiques. Là, comme vous le savez sans doute, l'accord de Paris, tout comme le protocole de Kyoto, ils sont basés sur, tout comme notre objectif de neutralité carbone et l'objectif européen de neutralité climatique pour 2050, sont basés sur les émissions territoriales, les émissions qui se produisent chez nous. On ne prend pas en compte les émissions, ce qu'on appelle les émissions de consommation, et donc les émissions liées à la production des biens que nous importons. Et lorsqu'on regarde que les émissions territoriales, certains pays, on voit que certains pays ont décarboné, mais c'est uniquement les émissions territoriales et ce n'est pas une décarbonation qui est maintenue dans le temps, donc c'est plutôt une décarbonation relative en fait que l'on a. Dans le chapitre sur les villes et l'organisation de l'espace, dans ce chapitre-là, en fait, la littérature regarde les émissions liées à la consommation. Et bien sûr, si on prenait les émissions liées à la consommation, que ce soit pour la France ou pour l'Europe, ben les émissions par personne augmenteraient. Et la bonne nouvelle, c'est que même les émissions de consommation liées à la consommation, donc qui prendraient toutes nos émissions, on pourrait les réduire de beaucoup et on pourrait en éliminer beaucoup, encore une fois, à condition que l'on mette en place des politiques de sobriété, d'efficacité et de renouvelables. Et l'autre chose, c'est d'intégrer la question de l'équité, en fait, l'équité et la question de la justice sociale et climatique. Et ça, c'est aussi nouveau que la littérature relative au changement climatique, mais en particulier celle relative à l'atténuation du changement climatique, s'intéresse aux questions de justice. Pourquoi? Parce que, comme nous l'a montré le mouvement des Gilets jaunes en France, il y a beaucoup de politiques qui sont
en vérité, qui sont vendus par les gouvernements, présentés par les gouvernements comme étant des politiques climatiques, mais en fait, en vérité, ce sont des politiques néolibérales qui augmentent les injustices qui existent dans les pays et les inégalités qui existent et qui ont une couverture climatique ou écologique, alors que ce n'est pas. Il y a d'autres moyens en fait de réduire les émissions que ce qui a été fait pendant, qui a provoqué en fait la crise des gilets jaunes. Alors pourquoi est-ce qu'on regarde ces politiques-là? Alors quel est l'intérêt en particulier dans ces deux chapitres nouveaux? C'est de regarder justement la question de la précarité. Donc, si on va dans des politiques libérales ou néolibérales, ce qui est le cas aujourd'hui de toutes les politiques considérées comme étant écologiques ou climatiques, donc ce ne sont pas des politiques qui intègrent le concept de justice, en particulier. Même si, par exemple, si on regarde le paquet énergie-climat de l'Union européenne, comme vous le savez, les politiques françaises, climatiques françaises, sont en vérité une transposition des politiques européennes. Donc, ce sont des choses qu'on discute d'abord au niveau de l'Union et ensuite on les transpose au niveau national. Ceci dit, la France peut prendre l'initiative d'aller plus loin que l'Union européenne, mais jusque-là, ça a été plutôt rare que la France initie des choses. Par exemple, parmi les initiatives françaises qui vont dans le sens de la sobriété et qui vont plus loin que l'Union européenne, le décret ou la loi, mais Marjolaine doit savoir mieux que moi le titre exact, sur l'obsolescence programmée, par exemple. Ça n'existe pas au niveau européen. C'est la France qui a introduit ça. Maintenant, ça va exister au niveau européen. Mais la France, étant donné sa contribution historique aux émissions, devrait aller plus loin. Et puis sa capacité à répondre à l'urgence climatique, parce il faut avoir une capacité institutionnelle et en termes de personnel et de formation de techniciens capables de mettre en œuvre les politiques nécessaires, devrait aller plus loin que les politiques européennes. Alors, si je reprends, par exemple, les politiques, le paquet énergie-climat qui se discute au niveau européen, le paquet, on l'appelle Fit for 55, donc pour 2030, qui en vérité, c'est ce paquet-là qui devrait nous permettre d'aller vers la neutralité carbone en 2050. Dans ce paquet énergie-climat, la question, par exemple, de la précarité énergétique et en particulier de la précarité double n'est pas vraiment abordée. Pour la première fois, ce paquet-là introduit le concept de précarité liée aux mobilités, qui n'existait dans aucun instrument de l'Union européenne. Seulement, cette question-là de la précarité des mobilités est introduite dans le paquet énergie-climat de l'Union en réponse, parce que la Commission a proposé d'étendre la directive sur les quotas carbone au secteur du logement et de la mobilité. Donc, ça va impacter directement les citoyens et les plus modestes. D'abord, les plus modestes, principalement les plus modestes en fait. En réponse à ça, la Commission a proposé un fonds climat, un fonds social pour le climat. Et dans le cadre de ce fonds-là qui va être utilisé aussi pour les petites et moyennes entreprises. Donc, il prévoit un soutien financier aux familles modestes qui seraient impactées par l'extension de la directive sur les quotas carbone au logement et à la mobilité. Et donc, tout ça avait été proposé bien avant la guerre en Ukraine et bien avant la crise que nous connaissons maintenant, qui va avoir et qui doit déjà avoir des effets négatifs sur les populations les plus modestes et qui a probablement, on n'a pas encore les chiffres, malheureusement on les aura dans 2-3 ans, qui a probablement augmenté le nombre de précaires doubles en France et en Europe. Et donc, les politiques climatiques qui ont été mises en place et que l'on retrouve dans la littérature, qui sont étudiées dans la littérature scientifique, sont plutôt ce genre de politiques. Mais la nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, on ne présente plus ces politiques-là comme la seule alternative, mais on critique ces politiques-là parce que ces politiques-là ne prennent pas en compte la question de justice sociale. Et dans le cadre de la ville et dans le cadre des besoins essentiels des personnes, il y a le chauffage ou le refroidissement du logement qui est un besoin essentiel
pour des raisons de santé et de bien-être, mais également le besoin de mobilité qui est essentiel pour pouvoir travailler, pour pouvoir vivre en fait, qui doivent être adressés par les politiques climatiques également. Alors, lorsqu'on dit ça, ce que ça veut dire aussi, d'un point de vue politique climatique, ça veut dire que nous, ça nous impose, scientifiques, de sortir de notre tour d'ivoire qui était, c'était très facile, c'était beaucoup plus facile de rester de travailler uniquement sur la partie énergie que d'aller travailler, par exemple, sur la double précarité qui nécessite des compétences autres que les compétences nécessaires pour comprendre des politiques énergétiques. Donc, ça nécessite de travailler une approche pluridisciplinaire. Et ce que ça veut dire aussi, ça veut dire que si on a besoin d'une approche pluridisciplinaire d'un point de vue scientifique, ça veut dire qu'on a aussi besoin de groupes de travail, de politiques, de groupes politiques, par exemple à l'Assemblée nationale ou au Parlement européen, qui travailleraient sur les différents sujets. On ne peut plus rester cloisonné, on ne doit surtout pas rester cloisonné dans nos tours, parce que si on reste cloisonné, on le voit aujourd'hui, la science le montre, cela conduit à mettre en place des politiques qui vont créer d'autres problèmes autres que la question climatique. Donc ça, c'est parmi les grandes conclusions du rapport du GIEC. Comme je devais résumer ça en 15 minutes, je ne sais pas si j'ai encore le temps, sinon je peux en parler pendant des heures. Sinon, je vous rends la parole et vous posez des questions si vous le souhaitez. Je ne sais pas, Marjolaine, comment tu veux faire? Je suis de retour. Je vais essayer de remettre la caméra pour qu'on se voit comment je peux faire. Du coup, simplement peut-être, merci déjà Yamina pour cet exposé et ces premiers lancements. Peut-être le temps de quelques questions, parce que je pense que ça génère des questions chez les uns ou chez les autres. Donc, si ça te convient, je passe dans la salle pour faire le passage de questions. J'espère que tu les entendras bien. Est-ce qu'il y a des questions? C'est parfait. Estelle est sur les questions, c'est parfait. Donc, je n'ai pas besoin de bouger, je suis avec toi. Jean-Yves, bonjour. Bonjour. Ce qui concerne en fait le mix énergétique pays, l'Allemagne, par des choix énergétiques, est en train de s'orienter vers la réouverture d'un certain nombre de centrales qui fonctionnent au charbon. On est peut-être pas très loin. D'autres pays en Europe. Est-ce que finalement, par rapport aux grands objectifs qu'on s'est donnés, est-ce que vous pensez que les remises en cause énergétiques qui sont en train de se nouer risquent de porter ombrage à la capacité d'atteindre ces objectifs majeurs? Est-ce que tu as entendu la question correctement? Non, je n'ai pas entendu toute parce que c'était entrecoupé. Si tu peux me la reprendre. La question était, en fait, dans le cadre des stratégies qui ont été mises en œuvre, en Allemagne, on est obligé de rouvrir des centrales à charbon, par exemple. Et Jean-Éric disait, effectivement, en France, on n'en était peut-être pas loin par moment. Du coup, concrètement, est-ce que ces stratégies énergétiques risquent de remettre en cause les objectifs, en gros, les stratégies énergétiques et les choix énergétiques qui ont été faits récemment? Alors, dans l'urgence, le rapport du GIEC, nous, on a arrêté de travailler on est en 2021, on a arrêté de travailler en juin 2020, non, en octobre 2020. Donc, on n'a pas regardé la littérature après octobre 2020, après le 10 octobre 2020. Donc, ce que vous décrivez, c'est quelque chose qui n'est pas encore dans la littérature. Mais en tant qu'analyste, ce que je peux vous dire, c'est que on est en situation d'urgence parce qu'on n'a pas fait le nécessaire. C'est ça. Moi, je pense que si on regarde historiquement, les crises nous ont permis de construire ce qu'on a aujourd'hui. Donc, moi, je considère que la crise actuelle pourrait être un sursaut, une gifle pour qu'on se réveille et qu'on mette enfin les politiques nécessaires pour être moins dépendant en énergie. Et il se trouve aujourd'hui, on est dépendant en énergie fossile. Donc, dans la situation de crise actuelle, les gouvernements, ce qu'ils font, c'est d'éviter le blackout, en fait, et probablement qu'on va avoir des restrictions de consommation d'énergie. Bien sûr, ça sera les hôpitaux qui fonctionneront en premier,
comme dans les années 70. Nous, on ne se rappelle pas de tout ça. La plupart d'entre nous n'étaient pas encore nés, ou peut-être qu'on était tout petits. Mais par contre, lorsque vous regardez les vidéos de ce qu'ils ont fait dans les années 73, 74, quand il y a eu l'embargo, ben, ils ont fait arrêter plusieurs activités. Ça va se produire. Donc là, on est en situation de crise. Il faut distinguer la situation de crise pendant laquelle on va mettre en place des politiques pour éviter le blackout de toute l'économie et pour assurer les activités les plus essentielles pour la vie des gens, et ce qui va se mettre après. Alors, si on relance les centrales à charbon sans mettre en place dès aujourd'hui des politiques ambitieuses de sobriété et d'efficacité, ben on est mal barré. Par contre, si on relance les centrales pour justement faire face à cette situation de crise et on relancerait les centrales avec des restrictions de consommation, donc ça ne serait pas pour aller faire fonctionner par exemple les stations de ski. Ça serait ridicule de faire, quand ce sera l'hiver, ça ne serait pas pour mettre de l'énergie et du charbon pour faire fonctionner une station de ski par exemple, mais pour faire fonctionner les hôpitaux, les écoles, et en même temps on met en place les politiques nécessaires. Ben, ce n'est pas très grave, on pourra rattraper ça parce que ça, c'est une période courte et ça, on l'a vu et ça, c'est analysé. Par exemple, la période du Covid. Pendant la période du Covid, les émissions ont baissé, en particulier, par exemple, pour le transport. On savait, donc il y avait des gouvernements qui se félicitaient de cette baisse des émissions, mais nous, on tirait la sonnette d'alarme pour dire que cette baisse-là, elle est due à une situation très particulière. Et pour que cette baisse-là se maintienne dans le temps, il faut mettre en place les politiques nécessaires pour maintenir la baisse. Or, on n'a pas mis en place les politiques nécessaires. Donc, tout de suite après, une fois que l'économie a plus ou moins redémarré, juste avant la crise, le redémarrage est autour de 70-75%, et bien les émissions ont grimpé. Les émissions de 2021, on a les données aujourd'hui, ont grimpé. Donc, ce n'est pas très grave quand situation de crise que l'on fasse tourner les centrales à charbon, si et seulement si ceci est accompagné de politiques ambitieuses de sobriété et d'efficacité. Par contre, si ce qu'on fait aujourd'hui n'est vraiment pas bon parce qu'on n'a rien changé à nos politiques de sobriété et d'efficacité. Si vous regardez par exemple le projet européen qu'on appelle Repower EU, donc la proposition européenne sous présidence française de l'Union dans le cadre de la crise, vous analysez le document. Je pense que c'est une trentaine de pages le document. Il n'y a pas une seule mesure de sobriété et la seule mesure qui pourrait passer en mesure de sobriété, c'est de dire qu'il faut baisser le chauffage d'1 degré. Et en fait, la sobriété, ce que l'on apprend, c'est que la sobriété, ce sont toutes les pratiques et les politiques. Donc, en fait, ce sont des politiques publiques qu'il faut mettre en place pour réduire les émissions. Ce sont les infrastructures, etc. Et la contribution de chaque individu pris séparément, elle est de l'ordre de 4 ou 5% d'ici 2050. Donc, je ne dis pas que c'est rien du tout, mais pour que cette part-là se produise, même ces 4 ou 5%, d'abord, ce n'est pas la part la plus importante. La plus importante, ça vient des infrastructures, du design des bâtiments, de leur fonctionnement, etc., sur laquelle nous, citoyens, nous n'avons aucun contrôle. Donc, nous subissons nos bâtiments, nous subissons nos infrastructures, pour que cette part-là se produise, même les 4-5%, et que ça soit maintenu dans le temps et qu'on obtienne les 4-5% d'ici 2050, il faut absolument mettre en place les structures nécessaires, les infrastructures, les bâtiments nécessaires pour que ça se produise dans le temps. Sinon, après, il y a un effet rebond, les gens vont revenir. Donc, vous voyez, il y a une erreur fondamentale dans le Repower EU. Pourquoi? Parce que les politiques européennes, ça je ne l'avais pas dit avant, parce qu'en fait dans le cadre du rapport du GIEC, on ne regarde pas, on n'analyse pas, ce n'est pas pays par pays, en fait on regarde globalement, mais les politiques européennes il n'y a pas de sobriété dans les politiques européennes. J'ai découvert que la France est le seul pays de l'OCDE dans lequel, dans la loi énergie et transition énergétique de 2015, le mot sobriété apparaît. Bon, sobriété énergétique, bon, il se trouve que le président de la République n'a rien compris, il l'avait dit entre les 2 tours, mais ensuite, j'aimerais bien que tu lui passes le message si tu peux, Marjolaine, parce qu'ensuite, il est tout de suite passé à l'amélioration technologique, mais en fait, la sobriété, c'est différent de l'efficacité, ce sont les solutions non technologiques, et la sobriété, ce n'est pas mettre la pression sur les individus comme la tribune des énergéticiens publiée hier, ça fait partie justement, la tribune d'hier, je vais essayer de répondre,
par écrit, la tribune d'hier. Cela fait partie d'une stratégie développée par Exxon aux États-Unis, donc il y a plus de 50 ans, de changer le discours quand ils se sont rendus compte que leur business devait mourir à cause de l'impact sur le climat. Et donc, ils se sont dit, ben, parce que c'est diviser pour mieux régner. Donc, si on met l'accent sur les individus, eh ben, c'est sûr qu'on va pas d'abord, personne ne va nous regarder, nous. Et puis, entre nous, on va surveiller. Moi, je vais demander, tu as pris l'avion, toi? Ah, tu n'as pas, tu es parti en vacances, etc. Et on se fait culpabiliser, etc. Mais le vrai problème, c'est que ce qu'ils ont fait hier, c'est vraiment ce que la littérature montre que les compagnies des énergies fossiles font depuis 50 ans. Et ça a été inventé, ça a été réfléchi aux États-Unis. Vous vous rendez compte, ça a été réfléchi. Moi, je lisais la tribune d'hier et je me disais, mais c'est quand même incroyable qu'ils osent publier ça maintenant. Mais après, je me suis rendu compte que, bien sûr, ils ne lisent pas la littérature scientifique. Donc, ils ne doivent pas savoir qu'aujourd'hui, on a des preuves que ça faisait partie de la stratégie des compagnies, des énergéticiens, en fait. Donc, vous voyez, tout dépend de ce qu'on fait de cette situation de crise. Question. Si c'est mieux, c'est la prochaine. Ah oui, parfait. Salut. Salut. Tu as évoqué plusieurs documents qui sont passés à la trappe en début de temps. Regardez. Je vous tiendrai rigueur. Tu avais évoqué plusieurs textes qui étaient passés à la trappe, selon ton expression. Et parmi eux, il me semble qu'il y a un autre qui est le traité sur la charte de l'énergie. J'aurais voulu savoir quel est ton avis sur ce texte. Alors ça, c'est un traité écocide que nous avons signé dans les années 90 que probablement le Parlement français à l'époque avait ratifié. Parce que normalement, il faut une ratification du Parlement pour qu'il entre en application. C'est un traité qui a été mis en place après la chute de l'Union soviétique pour protéger les investissements, nos investisseurs, donc nos énergéticiens, les investissements qu'ils feraient dans les pays issus, les républiques issues de la fin de l'Union soviétique. Donc, cette protection, elle se fait en offrant aux investisseurs étrangers la possibilité d'attaquer dans des tribunaux d'arbitrage privés les gouvernements qui changeraient une virgule dans leur texte de loi qui aurait un impact sur les profits espérés ou les revenus espérés de ces compagnies-là. Donc, au début, ce traité-là a été principalement utilisé par nos compagnies, Total, Engie, EDF, etc., contre les pays de l'Est qui font aujourd'hui partie de l'Union, ou alors contre les pays qui sont encore plus à l'Est, qui ne font pas partie de l'Union, et ceux qui ne feront jamais partie de l'Union, comme par exemple le Kazakhstan, enfin, qui ne sont pas à l'ordre du jour, comme le Kazakhstan, etc. Et donc, jusqu'en 2011, il a été utilisé dans ce sens-là, et du coup, personne ne s'intéressait trop à ce traité-là. Et puis, il s'est passé quelque chose de nouveau. Le traité, ils ont commencé à l'utiliser contre les pays de l'Union. Quand il y a eu des changements, par exemple, si vous changez les subventions, vous réduisez les subventions même aux énergies renouvelables, vous pouvez être attaqué. C'est ce qui s'est produit, par exemple, en Espagne. Il y a 51 cas contre l'Espagne. Ils réclament à l'Espagne 8 milliards de dollars, 8 milliards d'euros au total, parce qu'il y a eu l'Espagne a revu à la baisse les subventions aux énergies renouvelables, ce qui est normal parce que le coût des technologies pour les renouvelables ont baissé. Mais lorsque vous êtes partenaire, lorsque vous êtes signataire de ce traité-là, vous vous faites attaquer. Tous les pays de l'Union sont signataires du traité, sauf l'Italie qui s'en est retirée en 2015. La Russie, donc notre objectif principal, c'était justement la Russie, mais la Russie s'est retirée de ce traité-là en 2009. Donc, du coup, en vérité, depuis 2009, ce traité-là n'a plus aucun sens pour nous, parce qu'on voit bien que nous, on dépend principalement de la Russie pour les énergies fossiles. Mais on est quand même resté dans ce traité-là. Alors, ce traité, pour le rendre compatible avec l'accord de Paris, il faudrait arrêter de protéger les investissements dans les énergies fossiles. Il y a eu un processus de modernisation qui a commencé, du texte qui a commencé il y a 2 ans. Il s'est terminé vendredi dernier, enfin terminé pour le moment, vendredi dernier. Quand dans la proposition de modernisation, les Européens nous ont fait un enfant dans le dos, en fait.
nos décideurs nous ont fait un enfant dans le dos parce qu'ils maintiennent, donc il n'y aura plus d'investissement dans les énergies fossiles protégées dans les pays de l'Union. Par contre, on maintient la protection des investissements existants dans les énergies fossiles jusqu'en 2030 et dans les centrales à gaz jusqu'en 2040. Or, pour nous, pour être neutre en carbone en 2050, on doit faire arrêter les centrales, tout ce qui est installation fossile, dès maintenant. On doit commencer à faire ça maintenant. C'est dans le Fit for 55, par exemple. Et la mise en place du Fit for 55 va nécessiter ça. Ce qui veut dire que nous, on va se faire attaquer. Et donc, quand on va se faire attaquer, on va, une partie de l'argent qui devrait être, une partie de nos impôts qui devrait être utilisée pour la transition, va être utilisée pour compenser les pollueurs, parce que un pollueur, quand on lui dit d'arrêter de polluer, il faut le payer, il ne peut pas juste arrêter de polluer. Donc, pour le moment, malheureusement, la présidence française de l'Union n'a pas intégré le traité de la Charte de l'énergie dans ses priorités. Pourtant, donc, c'est très malheureux parce que c'est bien dommage, parce qu'en fait, tout le monde va se souvenir de la présidence française comme étant la présidence de l'Union pendant laquelle il y a eu cet accord-là. Mais peut-être qu'il nous reste une petite chance, mais à condition que vraiment l'Assemblée nationale en France fasse le nécessaire, parce que, Marjolaine, tu devrais dire à tes collègues que vous devriez tous démissionner en vérité. Vous ne servez plus à rien, je suis désolée, ni vous, ni les parlementaires européens. Pourquoi? Parce que ce qu'ils ont prévu de mettre en place, c'est ça que les gens ne comprennent pas encore, c'est que la mise en œuvre de l'accord se fera avant la ratification, puisqu'ils vont faire une mise en œuvre provisoire. Pour la mise en œuvre provisoire, on n'a pas besoin de la ratification des parlements nationaux et du Parlement européen. Donc là, c'est un double enfant dans le dos qui nous en fait là. Alors, il y a une chance que cela ne se produise pas, mais j'y crois de moins en moins parce que la présidence française a été nulle sur ce sujet-là. Et donc, il y a une chance, ça serait que, donc, quand l'accord a été publié le vendredi, juste avant la semaine du vendredi, donc ça, c'est peut-être quelque chose que l'Assemblée nationale peut faire, surtout que maintenant, les diverses. Ce qui s'est passé, c'est qu'aux Pays-Bas, le Parlement hollandais a voté une motion demandant au gouvernement de retirer les Pays-Bas du traité. Donc, ça s'est passé la semaine dernière, avant ce fameux vendredi. Quand il y a eu, donc je ne sais pas ce qui va se passer maintenant, et quand il y a eu l'accord du vendredi, la seule à avoir répondu pour le moment publiquement, à avoir tenu une position publique, c'est la ministre de l'énergie espagnole qui a dit que ce n'était pas acceptable parce que ce n'est pas aligné avec l'accord de Paris. Tous les autres, soit c'est le silence, soit ils font du greenwashing. Et donc, ce traité-là, l'accord n'est pas aligné avec le traité de Paris. Pour aligner avec le traité de Paris, il faut arrêter tout de suite la protection de toutes les énergies fossiles, toutes existantes, etc. Toutes, il n'y a pas d'exception. S'il n'y a pas ça, ça veut dire que ce n'est pas aligné. Donc, il faut arrêter de tergiverser. Donc, maintenant, je pense que la balle est au niveau des parlementaires, s'ils peuvent agir. Donc, si jamais la France arrive à faire ça, parce que nous, on compte, parce qu'il faut regarder comment… Ce qui va se passer maintenant, c'est qu'il y aura un vote juste au Conseil de l'Union, mais on ne sait pas lequel. Je pense que ça va passer au Conseil des ministres des Finances. Donc, ce serait plutôt du côté de Bruno Le Maire ou du côté du commerce qu'il faut regarder et pas du côté de l'énergie. Et donc, il devrait y avoir un vote dans les pays de l'Union pour accepter ou pas cet accord-là, mais ce sera à ce niveau-là, ce ne sera pas au niveau des parlements. Et ce vote-là devrait intervenir… là, on est un peu serré, le calendrier est un peu serré, donc soit avant les vacances, mais ça m'étonnerait, soit juste au tout début, quoi. C'est le premier conseil qu'il va y avoir. Donc là, ils sont en train de chercher dans quel conseil ils vont pouvoir le fourrer, ce truc-là, pour nous faire un triple enfant dans le dos. Et après, c'est fini, quoi. On oublie la neutralité, vous oubliez tout ça. Tout le boulot. Et surtout, les parlementaires devraient démissionner. Vous n'avez plus aucun rôle si ça passe. Bon, merci beaucoup Yamina pour la passion que tu mets dans tes combats et dans tes engagements. Merci des éclairages que tu nous apportes aujourd'hui. Et du coup, on se revoit, je l'ai bien compris, tout très bientôt pour travailler sur d'autres sujets, d'autres aventures. Voilà, tu me dis ce que tu peux faire du côté de l'Assemblée nationale sur ce truc-là. Ça marche. En tout cas, je vais saisir tous les parlementaires français. Bon, sauf l'extrême droite, bien sûr. Merci Yamina, je crois qu'on peut l'applaudir pour son engagement. Bonne continuation, au revoir. Au revoir.
Et donc, chef d'orchestre. Alors, on va faire une pause jusqu'à 17h. Et à 17h, on attaque la table ronde. On a 10 minutes de pause. Juste 15 minutes, quoi. Le café. Ouais, un petit café, une petite boisson